En janvier 1930, dans les montagnes glacées du Massif central, en pleine campagne française, les maisons du village étaient toujours construites de la même manière. Murs minces en pierres irrégulières, toits bas en ardoise, portes donnant sur la vallée. Il en avait été ainsi depuis des générations. Cela fonctionnait, jusqu'à ce que cela ne fonctionne plus. Pendant que les hommes renforçaient les toits et empilaient le bois de chauffage comme chaque année, l'un d'eux faisait exactement le contraire. Au lieu de construire de nouveaux murs, il disparaissait dans un flanc de colline calcaire, emportant du bois, des outils et le silence. « Il va mourir enterré vivant », a dit quelqu'un. « Une grotte n'est pas une maison », ont ri d'autres. Cet après-midi-là, le ciel s'est assombri bien trop tôt. Le vent a tourné. La température a chuté beaucoup trop vite pour être normale. Lorsque les premiers flocons de neige ont commencé à tomber à l'horizontale, ce n'était plus un hiver ordinaire. 5 jours plus tard, le village serait gelé, et une seule porte pouvait encore être ouverte. Mais à ce moment-là, personne ne savait lequel. Le village s'appelait Saint-Martin-des-Roches. Quelques dizaines de maisons éparpillées sur des pentes abruptes, des chemins de pierre et des champs qui ne donnaient là rien aux auspices. Le froid avait toujours été présent, mais il était prévisible, rigoureux, mais familier. Le nom de l'homme préhistorique était Julien Moreau. Il parlait peu, il travaillait seul. Des mois auparavant, il avait acheté un terrain jugé impropre à la culture, trop rocailleux pour y planter des plantes, trop escarpé pour y construire. Le seul intérêt de ce terrain résidait dans une ouverture obscure dans la montagne, une grotte ancestrale, ignorée de tous. Julien n'a pas cherché à convaincre qui que ce soit, il a simplement commencé. Tandis que le village s'éveillait au bruit des marteaux et aux voix, il gravit le sentier avant l'aube, portant des troncs sur son dos. Il redescendait au crépuscule, couvert de poussière blanche, sans rien expliquer. Les commentaires ont commencé à affluer très tôt. Il se prend pour un animal. Il vivra enterré comme un mort. Quand la neige tombera en abondance, la montagne l'engloutira. Julien écouta. Il continua. À l'intérieur de la grotte, il nettoya patiemment le sol. Il testa la solidité des parois, en tapotant légèrement. Il observa le plafond. Il marqua des points au charbon. Chaque décision était lente, réfléchie, silencieuse. Il a construit la cabane à l'intérieur de la roche, et non à l'entrée. Il a laissé un espace vide entre la porte et le monde extérieur. Il n'a pas expliqué pourquoi. Il l'a simplement fait. Quand on lui a demandé pourquoi il n'avait pas construit une « vraie maison », il a répondu en quelques mots « Le vent ne pénètre pas ici ». C'en était assez pour devenir la risée de tous. Les enfants commencèrent à appeler l'endroit « le terrier ». Les adultes, à cause de la folie de Julien. L'hiver approchait, et le village se préparait comme toujours. Du bois de chauffage était empilé contre les murs fragiles. Des couvertures se rapiéçaient, des portes renforcées par des clous tordus. Tout était identique aux années précédentes. Julien, non, il renforça l'entrée de la grotte de l'intérieur. Il entreposa des provisions dans les anfractuosités naturelles de la roche. Il observait l'eau s'écouler lentement le long d'une fissure plus profonde, un flux constant, même les jours les plus secs. Lorsque les premières neiges sont tombées, les villageois se sont exclamés « Je veux voir ce qui se passera quand le froid s'installera vraiment ». Julien n'a pas répondu. Cette même semaine, quelque chose a changé. Le vent commença à descendre du haut plateau, non de la vallée. Les oiseaux disparurent. La nuit, le froid semblait plus lourd, plus dense. Ce n'était pas seulement une question de température, c'était une pression. Il attendait. Julien a commencé à dormir avec ses bottes aux pieds. Dans le village, personne n'a remarqué ce détail, mais la montagne l'a remarqué. Et j'étais déjà en train de descendre. La décision de vivre dans la grotte n'était pas motivée par le courage. Elle est née de l'observation. Julien Moreau avait grandi dans cette région. Depuis son enfance, il avait appris à respecter le silence des montagnes. Il savait reconnaître le changement de vent avant la neige. Il savait reconnaître le froid superficiel et le froid profond, celui qui vous pénètre jusqu'aux os et ne vous quitte plus. Des années auparavant, il avait vu un hiver tuer lentement. Ce n'était pas une tragédie majeure, juste 3 personnes âgées qui n'ont pas supporté une semaine de froid constant. Des maisons recouvertes de glace à l'intérieur, de l'eau gelée dans les récipients, des incendies qui n'ont pas pu contenir les flammes. Cet hiver-là, Julien avait remarqué quelque chose de simple. Les maisons les plus touchées étaient celles qui étaient les plus exposées. Lorsqu'il découvrit la grotte des mois plus tard, il ne pensa pas à un abri immédiat. Il pensait à la stabilité. La température à l'intérieur était relativement stable, ni le jour ni la nuit, ni durant l'été sec, ni durant le rude hiver.
Là où les autres voyaient les ténèbres, il voyait la constance. Ce choix n'a pas été annoncé, il a simplement été exécuté. Julien a commencé par la partie invisible, le sol. Il a enlevé les pierres instables, l'a nivelé à la force brute, à l'aide de leviers improvisés. Chaque mètre gagné a nécessité de la patience. Parfois, il passait des heures à déplacer une seule pierre. Ceux qui regardèrent de loin ont trouvé cela divertissant. Il va se fatiguer. Personne ne peut supporter de vivre dans un tel isolement. Mais la solitude n'avait rien de nouveau pour Julien. Instabilité, oui. Il a construit la cabane comme on construit un édifice indestructible. Des murs simples et épais, assemblés avec précision. Un toit assez bas pour conserver la chaleur, assez haut pour permettre la ventilation. Il a laissé une petite ouverture pour la lumière, juste ce qu'il fallait. Il a installé une porte lourde en bois de récupération conçue pour bien fermer. Quand quelqu'un a fait remarquer que cela ressemblait plus à un tombeau qu'à une maison, il n'a pas discuté. Les villageois n'avaient pas compris le détail principal. Julien ne fuyait pas les gens. Il se préparait à quelque chose qu'il refusait d'imaginer. Les premières neiges furent légères, de fins flocons, presque décoratifs. Le village retrouva son calme. C'est toujours comme ça. L'hiver n'est effrayant qu'au début. Julien, non. Il s'aperçut que la neige ne fondait pas comme elle le devait, que le sol restait dur plus longtemps, que le vent n'apportait pas d'humidité, mais des coupures. Par un après-midi tranquille, alors que le soleil avait déjà disparu derrière les montagnes, Julien termina les derniers réglages de la porte intérieure du chalet. Il la ferma, il l'ouvrit, il la referma. Le son à l'intérieur était différent, plus étouffant, plus calme. Dans le village, quelqu'un a fait remarquer qu'il gaspillait la dernière belle journée avant le vrai froid. Julien passa la nuit éveillé, assis, à écouter la respiration de la montagne. Le lendemain matin, le ciel se teinta d'un gris sale. Le vent tourna de nouveau, soufflant désormais directement du ciel, avec une force excessive. Les poules ne quittèrent pas leur poulailler. Les chiens n'aboyèrent pas. Julien déposa du bois près du poêle. Il vérifia les provisions. Il ferma la porte de la grotte de l'extérieur, et il entra. Il était trop tôt pour se cacher, mais il était trop tard pour faire comme si de rien n'était. Et ce qui suivit, je ne vous préviendrai pas 2 fois. La neige commença à tomber avant le coucher du soleil, fine et régulière. Saint-Martin semblait encore intact. Les maisons respiraient. Les cheminées laissaient échapper de la fumée. La routine suivait son cours. Julien observait depuis l'entrée de la grotte. Il savait que ce genre de neige était trompeur. Elle ne faisait pas mal sur le coup. Elle ne faisait que préparer le terrain. À la tombée de la nuit, le froid est arrivé trop vite. Non pas par vagues, mais par à-coups. À l'intérieur de la grotte, l'air restait stable. Pas chaud, juste constant. Dans le village, les portes étaient verrouillées tôt. Les enfants dormaient emmitouflés. Quelqu'un a fait remarquer que l'hiver était étrange. Au milieu de la nuit, le vent s'est levé. Non pas comme une explosion, mais comme une présence. Un son grave et profond qui ne frappait pas. Il s'imprégnait. Julien s'est réveillé avant que le pire n'arrive. Il a enfilé son manteau et s'est appuyé contre la porte. Il faisait froid, mais pas glacé. Dehors, le monde ne se comportait plus comme avant. Il l'ouvrit juste assez pour regarder, et ça s'est fermé. Dans le village, quelqu'un a tenté de sortir pour renforcer le toit. Il n'est pas revenu. Les heures suivantes furent remplies de petites décisions. L'erreur s'est produite le 2e jour. Dans la 3e, les portes du village disparaissaient sous la neige. Julien n'a entendu des cris qu'une seule fois. Le 5e jour, aucune lumière ne pénétra. Et quand ils ont frappé, ce n'était pas le vent. Julien, c'était Madeleine, la veuve de la plus haute maison, avec son petit-fils dans les bras. Ouvrir la porte impliquait de prendre un risque. Il l'ouvrit, et à ce moment-là, Julien comprit. Survivre seul est une chose. Être un refuge, c'est une autre histoire. L'hiver n'était pas encore terminé. Et maintenant, il n'était plus le seul à commettre des erreurs. La présence de Madeleine et du garçon a changé le poids du silence. Avant, la grotte ne répondait qu'à Julien. Désormais, chaque son avait des conséquences. Chaque réglage devait fonctionner pour 3 personnes et non plus une seule. L'air semblait plus raréfié. L'espace, plus étroit. Julien s'en est rendu compte dès la première nuit après les avoir secourus. Le feu réchauffait, mais exigeait une vigilance constante. Le garçon, Luc, respirait irrégulièrement. Il n'était pas en danger immédiat, mais le froid l'avait profondément engourdi. Madeleine restait éveillée, assise par terre, les genoux serrés contre sa poitrine comme si ce mouvement pouvait faire circuler la chaleur. Personne ne parlait. Dehors, la tempête de neige ne montrait aucun signe de ralentissement.
Le vent s'était calmé quelques heures avant de reprendre de plus belle, non plus violent, mais persistant, comme une force qui n'avait plus besoin de prouver sa puissance, mais qui se contentait d'attendre. Julien a organisé la routine, sans l'annoncer. Il a divisé l'eau en petites portions. L'incendie s'intensifiait à intervalles calculés. Il a repositionné les couvertures pour créer des barrières thermiques de fortune. Chaque action a un coût, et chaque erreur serait désormais partagée. Le deuxième jour, en leur présence, quelque chose a cédé. Ce n'était pas la porte, ce n'était pas le plafond, c'était le corps de Julien. Il se réveilla trop tard. Le feu était presque éteint. La température avait chuté plus que prévu. Il eut le vertige en se levant. Ses jambes tardèrent à réagir. Madeleine l'a remarqué en premier. Elle ne dit rien. Elle se contenta de se lever et de remettre du bois dans le poêle, comme elle l'avait vu faire auparavant. Le geste était maladroit, mais suffisant. Julien s'assit. Il prit une profonde inspiration. Il but un peu d'eau. Il mangea plus qu'il ne l'avait prévu. Il accepta en silence qu'il n'était plus invulnérable. Dans le village, la situation devenait irréversible. Les maisons étaient ensevelies sous les décombres. Les cheminées étaient bouchées. Des familles entières étaient piégées dans une seule pièce, brûlant leurs meubles pour se réchauffer. Le froid n'était plus un simple phénomène climatique. C'était devenu un filtre. À l'intérieur de la grotte, le troisième jour apporta la plus grande épreuve. Le vent a encore tourné. À présent, la neige tombait droit sur l'entrée, non plus par rafale, mais avec une pression continue. Elle commençait à s'accumuler dans le couloir extérieur, poussée centimètre par centimètre. Julien s'en est rendu compte trop tard. Lorsqu'il tenta d'ouvrir la porte extérieure pour vérifier, elle vacilla à peine. La neige tassée de l'autre côté la bloquait. Si elle cédait complètement, elle risquait de ne plus se refermer. Il s'arrêta. Il réfléchit. Il a battu en retraite. Il a décidé de ne pas ouvrir. La décision nécessitait des informations, mais elle préservait l'équilibre interne. Pourtant, l'air commença à changer. Plus humide, plus lourd. La ventilation naturelle de la grotte était perturbée. Le feu vacillait. Luc se remit à tousser. Madeleine serra le garçon contre sa poitrine, les yeux rivés sur Julien. Non pas pour le réprimander, mais pour lui poser une question muette. Julien se leva lentement. Il ramassa ses outils. Il enfila son manteau le plus épais. Il s'approcha du passage intérieur qui menait au point de ventilation secondaire, une crevasse plus profonde qu'il avait évitée depuis le début. Personne n'en avait jamais eu connaissance. Personne n'avait jamais posé la question. Il a ajusté les pierres. Il a enlevé la glace. Il a modifié le faible courant d'air. Il travaillait dans une pénombre partielle, se fiant plus à ses sensations qu'à sa vue. Pendant quelques minutes, rien ne se passa. Alors, l'air s'est remis à circuler. Pas mieux. Juste ce qu'il faut. Julien était assis par terre, épuisé. Son corps tremblait maintenant. Non seulement de froid, mais aussi de désespoir. Le feu brûlait toujours. Le garçon respirait mieux. C'était le maximum qu'il pouvait faire. Cette nuit-là, un événement inattendu se produisit. D'autres rythmes. Cette fois, plus d'une voix. Julien ne répondit pas immédiatement. Il n'ouvrit pas la porte. Il ne bougea pas. Il se contenta d'écouter. Et il comprit. Le village s'était effondré. Les gens ne sont pas venus par curiosité. Ils sont venus parce qu'ils n'avaient plus de porte fonctionnelle. Ils n'avaient plus de murs capables de les protéger du vent. Il regarda Madeleine, Luc, l'espace confiné, le bois de chauffage restant. La décision qu'il a prise n'était pas héroïque. C'était des mathématiques. Il l'ouvrit juste assez pour parler. Pas tous. La voix était basse mais ferme. Ceux qui ne s'inscrivent pas maintenant ne pourront pas s'inscrire plus tard. Silence dehors. Ensuite, les étapes choisies. Le plus grand défi n'était plus le froid. C'était la limite. Et il venait de la franchir. Ceux qui entrèrent ne dirent rien. Il n'y a pas eu de demande longue. Il n'y a eu aucune explication. Seuls des corps épuisés se glissaient par l'étroite ouverture, un à un, choisis non selon leur statut, mais selon leur état. Une femme aux mains violacées, un homme portant son père presque inconscient, 2 enfants qui ne pleuraient plus. Julien referma la porte derrière eux. Le bruit du vent s'estompa de nouveau au loin. À l'intérieur de la grotte, l'espace changea de signification. Ce n'était plus seulement un abri de fortune. C'était devenu la limite absolue. Chaque centimètre comptait. Chaque respiration était précieuse. Les mêmes hommes qui s'étaient moqués de lui des mois auparavant évitaient désormais de le regarder dans les yeux. Non par honte manifeste, mais parce que le silence pesait plus lourd que n'importe quelles excuses. Julien n'a fait aucun commentaire. Elle fit des gestes pour indiquer où s'asseoir, où s'allonger,
et où il valait mieux éviter de trop bouger. Elle réarrangea les couvertures, redistribua l'eau et ajusta le chauffage pour que tout ne se vide pas trop vite. Personne ne s'est plaint. Dehors, la tempête de neige continuait, mais elle ne grondait plus. Elle existait, tout simplement. L'un des enfants se mit à pleurer doucement, non pas par peur, de la faim. Julien a cassé un morceau de pain sec en plus petits morceaux qu'il ne l'aurait souhaité. Il en a d'abord donné aux enfants, puis aux personnes âgées. Il a mangé en dernier. Personne n'a commenté. L'homme qui, quelques mois auparavant, avait déclaré en riant que les grottes étaient pour les animaux, aidait maintenant à dégager la grille d'aération, suivant des instructions simples sans discuter. Le revirement n'a pas été annoncé. On l'a ressenti. À l'intérieur, il n'y avait pas de titre. Le village n'existait pas. Seule la survie organisée par ceux qui avaient anticipé la situation. Au bout du 4e jour, le vent finit par se calmer. Il ne s'arrêta pas complètement. Il a tout simplement perdu son intention. La neige continuait de tomber, mais maintenant, elle tombait vers le bas, et non plus latéralement. Julien l'a remarqué en premier. Il entr'ouvrit la porte d'entrée. Le froid entra, mais doucement. Juste froid. Normal. Supportable. Il s'est refermé. Il attendit. À l'aube suivante, la première depuis près d'une semaine, la lumière caressa de nouveau l'entrée de la grotte. Un blanc différent, moins agressif. Lorsque la porte fut complètement ouverte, ce qui apparut ne fut pas une libération immédiate. C'était dévastateur. Saint-Martin-des-Roches était méconnaissable. Toits ensevelis, maisons effondrées, chemins effacés. Le silence était désormais dû à l'absence, non plus au confinement. Certains quittèrent la grotte en silence. D'autres s'attardèrent. Personne n'a fêté ça. L'homme qui s'était montré le plus critique jusque-là s'approcha de Julien. Il s'arrêta à quelques pas. Il regarda l'entrée de la grotte puis le sol. Vous aviez raison. Rien de plus. Julien hocha la tête une seule fois. Il n'a pas donné d'explication. Il n'a pas accepté d'excuses officielles. Il n'a pas répondu avec fierté. Il a commencé à aider. Il a aidé à dégager des portes, à localiser les survivants, à se partager les maigres ressources restantes et à utiliser la grotte comme base pour ceux qui ne pouvaient pas rentrer chez eux. Sans discours, sa fonction avait changé. Ce n'était pas un leader, c'était une référence. Dans les jours qui suivirent, le village comprit quelque chose, sans avoir besoin de le dire à voix haute. Ils n'avaient pas survécu, malgré l'étrange choix de Julien. Ils avaient survécu grâce à elle, et plus personne ne riait. La tempête de neige s'est terminée le 6e jour. Aucune annonce n'a été faite. C'était tout simplement la lente prise de conscience que le vent ne poussait plus le monde contre lui-même. Saint-Martin-des-Roches n'est pas encore revenu à la normale. Parce que la normalité n'existait plus. Certaines maisons ne furent jamais rouvertes. D'autres durent être démolies. Des marques au sol indiquaient l'emplacement de portes enfouies depuis des jours. À l'intérieur de certains murs, la glace persistait même lorsque l'air commença à se réchauffer. 7 personnes n'ont pas survécu. Il n'y a pas eu de grande cérémonie. Juste le silence et le travail. La grotte de Julien n'a pas été fermée après l'urgence. C'est devenu un point fixe. Ceux qui n'avaient nulle part où dormir y passèrent la nuit. Ceux qui devaient garder les enfants ou les personnes âgées au chaud pendant les nuits les plus froides gravissaient le sentier en silence. Julien n'a rien facturé. Il n'a imposé aucune règle au-delà de ce qui était nécessaire. Il n'a pas expliqué son choix. Le village commença à voir les choses différemment. Certains commencèrent à consolider leur maison contre les pentes. D'autres s'enquérèrent, avec prudence, de l'intérieur de la grotte, de la température, du vent, de l'erreur qui avait failli leur coûter tout. Julien a peu réagi. Cela en montrait davantage. Cela indiquait où le froid était arrivé en dernier, où le vent trouvait toujours un passage, où la pierre restait immuable. La grotte n'est plus une exception. C'est devenu une référence. Au fil du temps, des adaptations sont apparues. Des entrepôts semi-enterrés, des pièces protégées par la roche et des murs plus épais orientés au nord. Le village ne s'est pas transformé en un ensemble de grottes. Il a appris à mieux se cacher. Julien continua à vivre là où il avait toujours vécu. La cabane creusée dans la roche restait simple. Le feu, maîtrisé. La porte, lourde. Rien n'a été développé au-delà de ce qui était nécessaire. Madeleine et son petit-fils ne retournèrent pas dans leur ancienne maison. Ils restèrent près de la grotte tout l'hiver suivant. Non pas par peur, logiquement. Quand une personne extérieure a demandé si Julien était désormais respecté, personne n'a répondu directement. Le respect n'était pas un sujet de conversation là-bas. Cela s'est traduit par l'absence de rire. Des années plus tard, une autre tempête de neige s'est abattue sur la région. Moins importante, prévisible. Pourtant, cette nuit-là,
Des lumières se déplaçaient le long du sentier en direction du flanc de la colline. La porte était ouverte avant même qu'ils aient frappé. Julien y a vieilli. Il est mort comme il a vécu, paisiblement, à l'intérieur de la montagne qu'il avait choisie. La cabane n'a pas été démantelée. La grotte n'a pas été scellée. Il est resté. Aujourd'hui encore, quiconque passe par Saint-Martin-des-Roches peut apercevoir l'ouverture sombre dans la roche. Il n'y a aucune indication. Aucun nom n'est gravé. Un simple chemin tracé par le passage répété de personnes qui ont appris quelque chose sans avoir besoin d'écrire. Parfois, survivre ne nécessite pas de construire quelque chose de nouveau. Cela nécessite de reconnaître ce qui existait déjà. Cette grotte n'a jamais été un symbole d'isolement. C'était un rappel. Tandis que beaucoup tentèrent de résister à l'hiver en construisant des murs plus hauts, un homme a simplement pris du recul, vers la montagne, et a laissé la pierre faire le travail que l'orgueil ne pouvait accomplir. Saint-Martin-des-Roches ne se souvient pas de Julien Moreau comme d'un héros. Souvenez-vous de lui comme de quelqu'un qui n'avait rien à prouver. Car lorsque le froid est arrivé sans prévenir, quand la neige a effacé les chemins et les certitudes, l'endroit le plus étrange était le seul qui subsistait. Et parfois, c'est ainsi que la vérité éclate. Il ne s'agit pas de savoir qui crie le plus fort, mais en qui il se préparait en silence. Si cette histoire est restée en silence pour vous, cette chaîne est peut-être faite pour vous aussi. S'inscrire.